Ce texte nous rappelle les urgences qui se trouvent devant nous. Nous courons tout droit vers un réchauffement de plus 4 degrés pour 2100. Le plan national d'adaptation au changement climatique cité dans la proposition de loi que nous examinons ce soir est censé préparer le pays à cette surchauffe. En réalité, il s'agit d'un aveu d'échec après 8 années d'inaction et de coupes budgétaires incessantes, drastiques dans l'écologie et les collectivités territoriales. Le mot même de résilience, dorénavant couramment utilisé, signe que le gouvernement a démissionné de sa responsabilité, qu'il ne prévoit pas d'empêcher ce scénario, il nous l'impose comme inévitable. Aujourd'hui, 18 millions de personnes vivent dans une zone à risque d'inondation, ce qui représente 10,5 millions de logements exposés. Le risque de feu de forêt concerne une commune sur 5. La sécheresse fragilise également de son côté 10 millions de maisons individuelles menacées par des mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Si les inondations voient leur nombre être multiplié par 2 ces dernières années, les sinistres liés aux sécheresses sont 3 fois plus nombreux. Par l'intégration dans le Code de l'environnement du plan national d'adaptation au changement climatique et de la trajectoire de référence pour cette adaptation, ce texte est une bonne chose. Bien que nous le rappelons et nous avons rédigé un amendement à cette fin, le pays ne possède aucune évaluation complète et chiffrée du coût global de l'adaptation au dérèglement climatique. Le Haut Conseil pour le climat, la Cour des comptes et l'ensemble des ONG réclament un changement d'échelle. Ce plan reste un cadre purement déclaratif, sans gouvernance claire et surtout sans financement supplémentaire. Il manque clairement la mise en place d'outils opérationnels tels qu'un programme pluriannuel avec des objectifs concrets pour 2030 par exemple. De la même façon, ce texte ne prévoit pas de financement nouveau et contraignant pour le plan national d'adaptation au changement climatique et ne renforce pas de manière structurante le rôle de l'État dans le système assurantiel par le biais du régime catastrophe naturelle, CatNat. Nous questionnons donc l'adaptation proposée par le texte qui nous semble reposer sur la responsabilisation individuelle et la modulation des primes. En conclusion, il repose sur les assurés au risque d'accentuer les inégalités territoriales et sociales. Ainsi, nous nous inquiétons de cette disposition ayant pour objectif de mettre fin à une reconstruction à l'identique au profit de constructions résilientes au coût forcément plus important. L'ensemble des assureurs ont indiqué que cette modification ne se ferait pas sans un relèvement conséquent des primes pour les assurés. Par ailleurs, un article propose une remise en cause de la résiliation d'une assurance à tout moment. Grande victoire pourtant pour les défenseurs, pour la défense des consommateurs. L'article en question assigne un assuré auprès d'un assureur pendant les 5 années suivant une indemnisation sans prendre en compte les versements par l'assuré en amont du sinistre, parfois pendant des décennies. Il vient en contradiction au principe même de l'assurance qui est le versement d'une prime aujourd'hui pour se prémunir demain sans avoir les pieds et poings liés par la suite à son assurance. Alors que cette disposition est censée aller dans le sens des assureurs, ceux-là même émettent de sérieuses réserves sur l'acceptabilité de cette mesure. En l'espèce, France Assureurs, représentant 264 compagnies d'assurance auditionnées en amont de l'examen en commission, a explicité, confirmé l'attachement des assurés à cet acquis, c'est-à-dire la possibilité de quitter à tout moment une assurance pour une autre en vertu de ce principe cardinal cher à notre monde économique, le jeu de l'offre et la demande. Par ailleurs, il y a rupture d'égalité territoriale et sociale lorsque des résidences secondaires sont construites aux abords des côtes avec des risques d'inondation connus. Pourtant, des propriétaires passent outre pour avoir le loisir pendant quelques années de bénéficier de ce cadre avant que leur construction soit engloutie et qu'une indemnité généreuse en proportion du prix de leur habitat leur soit versée sur le dos de la solidarité nationale. Ce texte n'est pas de nature à remédier à cet état de fait, malheureusement. Un autre angle a été abordé lors de ces auditions, absent de ce texte, qui est de faire connaître les techniques récentes auprès des constructeurs. Beaucoup de référentiels techniques ne sont pas incorporés dans notre législation. Ne pas remplacer une construction initiale à l'identique et viser des modifications résilientes, c'est bien. Qu'une construction initiale puisse incorporer dès sa conception des évolutions pour une meilleure adaptation, eh bien c'est beaucoup mieux. Aussi, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, souvent les maires reconnaissent les faiblesses de leur commune et les zones à risque pouvant induire des retraits-gonflements liés au sol argileux.
Cela peut amputer les 3/4 de leur territoire et ils auraient donc des réticences à freiner les constructions. C'est pourtant de leur devoir. Ainsi, prévenir les conséquences des catastrophes naturelles se joue à plusieurs échelles et les responsabilités sont multiples. Pour un texte efficace, il convient d'englober l'ensemble de ces niveaux. En premier lieu, nous préconisons que le système ne doit pas être pensé en partant des assureurs, comme ce texte le propose, mais des assurés. Je vous remercie, Monsieur le Président.